je suis Gabrielle Côté, reportrice étudiante pour la 54e édition du congrès de l'AAQ et je suis en présence de Christine Maquise. Merci d'avoir accepté de répondre à mon entrevue dans le cadre de ce congrès suite à votre conférence. Merci. Vous êtes archiviste au pôle culturel du monastère des Ursulines à Trois-Rivières, historienne de formation et spécialiste de l'histoire des femmes et de l'histoire sociale. Votre conférence nous a plongé ce matin dans le parcours remarquable de Mère Marguerite Marie, religieuse, historienne et archiviste, dont les papiers personnels soulèvent de nombreux enjeux, à la fois théoriques, techniques et mémoriels, comme on a vu. Nous aimerions aujourd'hui approfondir certains de ces enjeux avec vous, en croisant justement votre regard d'archiviste, d'historienne et aussi de praticienne de terrain. Je vais commencer avec une première question. Sur votre rôle en tant qu'archiviste. Pourriez-vous nous parler un peu plus concrètement de votre travail sur place, en quoi consiste votre rôle au quotidien et comment s'inscrit-il dans le contexte de transition que vit la communauté religieuse? Oui, alors pour ce qui est du contexte de transition, je vais peut-être commencer par là finalement. Donc moi je travaille dans un organisme sans but lucratif qui s'appelle le pôle culturel du monastère des Ursulines, dont la mission c'est justement de transmettre l'héritage patrimonial des Ursulines de Trois-Rivières pour les générations futures. Alors au pôle culturel il y a une petite équipe de 4 archivistes, puis moi je suis comme délocalisée pour m'occuper des archives de Trois-Rivières. À Trois-Rivières, les religieuses sont parties, ont déménagé en 2019. Elles sont maintenant dans une résidence proche du monastère. Mais donc, je travaille dans un monastère vide. Et mes tâches principales au quotidien, je dirais qu'il y a eu peut-être encore une petite part de gestion et d'acquisition, encore que maintenant la gestion administrative à Trois-Rivières est plutôt rendue à Québec. Donc, c'est vraiment une part vraiment congrue de mon travail. Davantage, je dirais, les 3 gros points forts. Le premier, c'est le traitement des fonds, le traitement intellectuel et physique des fonds. Notre objectif, c'est de créer des outils de recherche, dans le fond, pour rendre accessibles les archives à la communauté scientifique. Le deuxième gros point, c'est la conservation préventive. Puis là, justement, j'ai la chance de travailler dans une équipe, donc j'ai une collègue qui est spécialiste, qui est chargée de la conservation préventive, qui nous forme aussi, etc. Mais donc, c'est une attention particulière qu'on a au sein de l'équipe. Et puis, le troisième gros champ d'intervention, c'est la question de la mise en valeur, de la valorisation, au fond, des fonds qui se trouvent à Trois-Rivières. Comment votre formation d'historienne influence votre approche de l'archivistique dans un lieu qui est aussi chargé symboliquement, on ne se le cachera pas? Dans le fond, un tout petit mot sur ma formation en Europe. La formation en histoire, c'est l'une des avenues en fait pour pratiquer le métier d'archiviste plus tard. Et puis c'est vrai que moi je suis venue à l'archivistique par d'abord l'histoire sociale et l'histoire des femmes. Moi j'ai toujours aimé ça, cette idée d'être dans les archives pour pouvoir capter des personnes qu'on ne voit pas habituellement, des personnes ordinaires qui peut-être n'ont pas laissé des traces, mais au fond si, elles ont laissé des traces. Puis comme historienne ça m'intéressait, puis j'ai décidé à un moment donné de rejoindre un peu les coulisses, d'aller justement dans les archives pour pouvoir justement se dire qu'on les montre, ces personnes-là, les personnes qui sont plus invisibles par rapport à ça. Je dirais que dans ma pratique de terrain, c'est certain que j'importe aussi des outils méthodologiques qui viennent de ma formation historique. J'ai une attention, vraiment une sensibilité très forte à l'idée d'étudier les archives dans leur contexte. Puis c'est vrai que j'importe de l'heuristique par rapport à ça, j'importe de la critique historique, la critique interne, externe des sources, et ça influence évidemment ma pratique de terrain. Mais c'est vrai que quand je travaille sur un fonds comme celui de Mère Marguerite Marie, j'ai une certaine sensibilité historienne, mais j'en fais un traitement archivistique. Ça demandera plus tard à des historiens et des historiennes de mieux l'étudier, évidemment. Non, c'est ça, regardez votre rôle archivistique. Poursuivons avec une question sur les enjeux de visibilité historique et de genre. Votre travail de reconstitution du fonds de Mère Marguerite Marie s'inscrit entre autres dans une démarche de reconnaissance historique. Selon vous, pourquoi une figure aussi active et intellectuellement prolifique est-elle restée aussi longtemps dans l'ombre? Que nous dit cette invisibilisation aussi sur les rapports entre genre, archives et mémoire collective?
tout un programme, c'est une vaste question. Peut-être la première chose que je voudrais dire, puis c'est ce qui m'a interpellée quand j'ai travaillé dans les papiers de Mère Marguerite Marie, je me suis rendu compte à quel point, de son vivant, elle était reconnue par ses contemporains comme vraiment une figure intellectuelle féminine importante là, de l'histoire régionale. Et finalement, ce qui m'intéresse pas tant c'est pas quelqu'un qui a été tout de suite oublié, c'est quelqu'un qui avait une reconnaissance dans son milieu pour ce qu'elle faisait, mais qui, à un moment donné, dans le courant du XXe siècle, finalement, est passé inaperçu. Alors, quelles sont les raisons qui expliquent ça? Ben là, je vais prendre ma casquette d'archiviste. Je dirais, ma casquette d'archiviste va dire, mais elle publiait, certes, mais elle publiait toujours sous le voile de l'anonymat, puis c'était d'usage pour les religieuses cloîtrées de publier sous le voile de... Donc, il y a une forme d'humilité aussi par rapport à ça qui fait que forcément, elle n'a pas laissé sa trace physique sur certaines publications. Certaines publications, on doit, maintenant, avec ses archives, on peut dire que c'est elle, c'est elle qui est à la base de ça, mais sa contribution est quand même largement anonyme. Puis aussi, au XXe siècle, je pense que... à un moment donné, l'histoire régionale est aussi... il y a des autorités ecclésiastiques masculines qui se sont mis à l'avant-scène de l'histoire régionale. C'est l'évolution, c'est l'histoire qui l'a fait comme ça, qui fait que ça a peut-être invisibilisé en fait, le travail qu'elle avait fait autour notamment de sa mission patrimoniale. Mais je dirais que ça, c'est vraiment la réponse de l'archiviste. Et puis moi, j'attendrais justement de se dire, maintenant, j'ai fait un instrument de recherche, maintenant que ce fonds puisse être analysé au regard, je dirais, parce que c'est sans doute pas la seule, c'est certainement pas la seule. Puis je me dis, il faut à un moment donné que des historiennes et des historiens, des femmes, se penchent justement pour nous donner le volet plus analytique là, dans le contexte sociétal de cette invisibilisation. Donc c'est parfait, ça m'apporte à ma prochaine question dans le même fil d'idées. Question maintenant sur la performativité de l'archive. Vous avez une formation en histoire sociale et histoire des femmes. À la lumière de votre expérience avec les archives religieuses, comment concevez-vous aujourd'hui l'articulation entre histoire des femmes, pratique archivistique et reconnaissance mémorielle? Est-ce qu'il faut penser les archives comme des espaces de lutte ou de réécriture du passé? Voilà, je serais peut-être extrêmement prudente sur l'idée d'espace de lutte ou réécriture du passé qui donne peut-être à penser que les pratiques archivistiques ou historiques peuvent servir en tout cas une vocation militante, à une cause militante et qu'elles sont utilisées à cette fin. Moi, je ne cache pas que j'ai une perspective engagée, j'aime donner du sens à mon travail, puis l'histoire des femmes et l'histoire sociale, c'est quelque chose qui me touche, mais pour lequel je vais mobiliser des principes disciplinaires avec d'autant plus de rigueur qu'ils s'appliquent à ces champs-là, et que ces champs-là en ont besoin, ils ont besoin d'être investis avec cette dimension-là. Enfin, pour une dernière question, plutôt sur l'actualité du traitement archivistique. Le projet est en cours en ce moment. Il s'inscrit dans un contexte de transition pour la communauté des Ursulines. Quelles sont les prochaines étapes concrètes du traitement ou de valorisation du fonds? Comment le numérique pourrait contribuer à faire rayonner ces archives qui sont encore méconnues du grand public? Eh bien, je dirais que là, tout de suite, ce qui m'occupe, c'est le traitement du fonds institutionnel du monastère. Donc là, c'était finalement travailler sur les papiers personnels de Mère Marguerite Marie. C'était une manière pour moi d'envisager ce plus gros chantier. C'est vraiment l'idée, je l'ai dit, de créer des instruments de recherche, des outils de recherche qui vont permettre à la communauté scientifique d'interroger ensuite le fonds. C'est déjà un premier gros versant, je dirais, de la question de la valorisation, évidemment. Puis j'ai tenu quand même à faire connaître ce travail de Mère Marguerite Marie en valorisant justement ce que j'avais pu découvrir, mes petites découvertes, d'abord et avant tout avec la communauté des Ursulines elles-mêmes, parce que c'est bien de revenir vers elles aussi. Quand on les rencontre, maintenant elles ont un peu plus de temps, et puis on les rencontre et puis elles disent oh, « Mon Dieu, on ne savait pas qu'on avait tous ces trésors ». Donc je trouve que c'est un retour, il y a une valeur qui est très importante chez les Ursulines, c'est la transmission, puis elles nous transmettent un héritage. Je trouve qu'on a aussi parfois des choses à leur transmettre.
C'est ça, j'ai un projet aussi de valoriser ce travail-là auprès de ceux qui animent l'histoire régionale en Mauricie, parce que je pense que justement, Mère Marguerite Marie, elle a écrit l'histoire de paroisses et de familles en Mauricie, puis on gagne à connaître les sources sur lesquelles elle s'est appuyée. Donc je pense que ça pourrait être véritablement un renouvellement là au niveau de l'historiographie régionale. Et puis en étant ici au congrès de l'association des archivistes, c'est une belle façon aussi de valoriser sur le plan peut-être plus technique les coulisses, la méthode en tout cas d'un point de vue archivistique. Alors sur la suite, ça va aller dans le champ plutôt de la médiation culturelle. Puis là, le pôle culturel en est un acteur, évidemment. Mais le musée des Ursulines de Trois-Rivières, qui est vraiment notre partenaire privilégié, va faire véritablement caisse de résonance, évidemment, avec toutes les possibilités que sont les expositions, les animations. Il y avait la question du numérique. Sur la question du numérique, j'ai envie de dire, on n'est pas encore rendu là dans l'usage du numérique à des fins de valorisation, tout simplement parce que il y a des tas d'autres chantiers à investir avant celui-là, puis on n'a pas encore une politique de numérisation qui est systématique de ce point de vue-là. On utilise la numérisation, mais c'est davantage lié à notre champ d'intervention dans la conservation préventive. Quand il y a des documents qui sont abîmés, etc., on y va avec de la numérisation. On n'en est pas encore sur la dimension de la valorisation. Je dirais que le numérique va nous servir en premier lieu à communiquer nos instruments de recherche. Finalement, quand on sera déjà là, on envisagera la suite. Oui, un jour qu'on va y être. Exactement. Un grand merci pour votre disponibilité et votre engagement. C'était une conférence ce matin très pertinente et une entrevue qui nous a permis d'approfondir un peu plus les questions. Je suis enchantée de vous avoir rencontré. Avec plaisir. Merci.